Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur le thème du mouvement en alimentation carnivore. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Clément. Bonjour Clément. Bonjour Loïse et bonjour à tous tes auditeurs. Comment Eh bien, vas-tu? ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté de participer. Je t'ai identifié comme spécialiste du mouvement. Pour tout te dire, j'ai pensé à toi à un moment donné. Alors, j'ai vérifié avant l'interview sur Instagram. Tu avais proposé une routine mobilité un jour Hmm. dans un réel que j'avais trouvé vraiment inspirante et qui m'avait vraiment donné envie d'intégrer plus de mouvements, de mobilité, et de m'intéresser à cette question dans ma vie, après avoir un petit peu fait le tour de l'alimentation carnivore et de me sentir bien dans cette alimentation carnivore, j'ai eu envie un petit peu de m'intéresser à d'autres aspects du mode de vie carnivore, euh, que sont l'exposition à la lumière, le mouvement, la prévention de l'exposition aux lumières bleues ou même l'exposition au froid. Et donc, eh bien, tu peux te présenter si tu veux bien. Peut-être de façon moins exhaustive sur ton parcours que dans les portraits, le portrait passionnant que tu as fait chez Ulrich Génisson et dont je remettrai le lien Merci. en barre de description. Donc là, tu fais une présentation très exhaustive de ton anamnèse, mais peut-être on peut partir du moment où tu as découvert l'alimentation carnivore et à savoir, est-ce que ta pratique du sport, du mouvement a évolué quand tu es passé à une alimentation carnivore ou c'était déjà tu étais déjà en réflexion sur le sujet bien avant de passer en alimentation carnivore. Mhm. Alors, je m'appelle Clément et donc effectivement, je travaille dans le domaine de l'activité physique. Je dirais pas du sport, on va y venir tout à l'heure. C'est une distinction qui est importante. Donc, ça fait à peu près presque 20 ans que je suis dans ce milieu-là, en ayant intégré aussi une pratique thérapeutique qui est celle du massage thaï en particulier, depuis une dizaine d'années. Et, euh, et aujourd'hui, c'est vrai que depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans, j'ai intégré, disons, dans cette approche-là que je pensais être globale, mais qui n'était pas complète, l'aspect nutritionnel au sens d'une nutrition adaptée à notre espèce. Voilà. Euh, alors tout à l'heure, tu as dit, je t'ai identifié comme spécialiste du mouvement. Et je pense que n'importe quelle personne qui vit sur Terre est spécialiste du mouvement. Parce que le mouvement est nécessaire à la vie. Celui qui ne bouge pas dans la nature, il meurt. Donc, mouvoir son corps, c'est simplement la première condition de survie. Donc, n'importe qui doit bouger. Et aujourd'hui, on parle de mouvement, on en a fait une thématique. Alors, une thématique qui peut être simplement une discussion, qui peut avoir un intérêt pécuniaire, etc. Mais moi, je trouve ça curieux que ce soit une thématique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société dans laquelle on vit s'est déconnectée complètement de notre nature et quelque part de nos fonctionnalités, de nos fonctions en tant qu'espèce, dans un mode de vie qui nous a assis. On s'est assis. On s'assoit le matin pour manger. On s'assoit dans la voiture ou dans le bus ou dans le métro. On s'assoit au bureau. On s'assoit à midi pour manger. On va se rasseoir au bureau. On se rassoit dans sa voiture, dans le métro, le bus pour rentrer. On s'assoit chez soi. On regarde une série ou autre, etc., etc. Et ensuite, on s'allonge.
Donc la position, la verticalité du corps et le mouvement naturel du corps a été énormément réduit, je pense, à partir, je peux me tromper, mais je dirais à partir des années peut-être 60, dès lors qu'on a eu un changement dans les modes de travail. C'est-à-dire que jusque dans les années 70, peut-être fin 70, il y avait encore une industrie dans laquelle les gens qui travaillaient dans l'industrie utilisaient leur corps. Et à partir du moment où on est passé à du tertiaire, qui utilise encore son corps? Quelques paysans, et encore quand c'est pas mécanisé. Euh, donc tu vois, c'est un peu. Je pense que c'est. Et c'est vraiment typique à l'Ouest, c'est-à-dire les pays développés, lorsqu'on voyage, quand on va dans des pays encore dits en développement, on se rend vite compte que les gens bougent beaucoup plus, se meuvent beaucoup plus. Je me rappelle une fois, j'étais au Cameroun en 2009, j'avais à l'époque 23 ans, et j'étais avec une personne qui m'a dit: «Tiens, on va aller visiter telle personne, c'est pas très loin». Et on a marché 1 heure. Je dis: «OK». J'ai rien dit sur le moment. Le lendemain, il m'a dit: «Tiens, on va aller visiter, une autre personne, c'est pas loin». On a marché 1 heure et demie. Ici, on va parler d'une randonnée. Oui. On va dire: «Tiens, j'ai fait une randonnée d'une heure et demie». Bon, et le 3e jour, je lui ai dit: «Mais à partir de quand vous dites que vous marchez?» Il m'a dit: «Ah, peut-être 3 heures, 4 heures, comme ça». Donc c'est des repères qui sont complètement différents en fonction de ce que l'on vit au quotidien, tu vois? Il y a des gens qui vont prendre leur voiture ou une trottinette pour aller acheter, une baguette qui est à, 500 mètres. J'exagère peut-être, mais voilà, donc cette notion-là du mouvement, elle est constitutionnelle de notre espèce, de notre survie, et Oui, c'est oui, je pense. important à comprendre dès le départ, parce qu'à partir de là, ça n'est plus un sujet, on ne peut plus le thématiser, si on le comprend de cette manière-là. C'est vous n'avez pas le choix, ou alors vous allez, si vous êtes en pleine nature, vous bougez pas, vous allez vous faire attraper par n'importe quel prédateur. Et si vous êtes dans un milieu qui est protégé de tout prédateur, vous allez à un moment donné probablement développer des maladies de sédentarité. Donc dans les 2 cas, c'est votre survie qui est en jeu. Donc voilà. Ça, c'est ce que je pense du mouvement que j'oppose avec le sport. Le sport, c'est un courant, et une trend, si on veut faire de l'anglicisme, qui arrive dans les années 70, qui vient des États-Unis. Alors, il y avait avant, hein, on se rappelle, dans les régimes fascistes, cette espèce d'hygiénisme du corps, mais qui vient finalement. Alors, si on remonte encore, on pourrait aller aux Jeux olympiques modernes, où finalement, les Jeux olympiques modernes, c'est l'affrontement des nations européennes via le sport. Ça a toujours été un outil politique, les Jeux olympiques. D'ailleurs, c'est pas un hasard si le comité international olympique est en Suisse, qui était, un pays neutre dans un certain contexte géopolitique à une certaine époque. Donc voilà, donc le sport se constitue au cours du XXe siècle, heu, autour d'un aspect compétitif. C'est-à-dire, c'est le meilleur. Je suis pas contre la compétition, attention. Compétition pousse l'être humain à être meilleur, mais l'utilisation du corps ou le mouvement du corps est poussé jusqu'à une performance qui sera matérialisée par le meilleur. Mhm. Mais c'est pas le mouvement du quotidien. Pour arriver à faire certains mouvements d'athlète, il ne faut faire plus que ça. C'est-à-dire que pour être un sportif d'élite, vous devez mettre de côté tout le reste.
Oui, c'est ce que tu disais, je crois, ben, chez Raphaël, que je n'ai pas cité en Mhm. début d'interview, mais je remettrai aussi le lien vers l'interview qui était très intéressante, où justement, tu disais que parfois, tu avais des gens qui venaient à toi dans ta pratique professionnelle en te demandant, je veux avoir un physique athlétique. Et tu Mhm. leur demandais, mais qu'est-ce que c'est pour vous un athlète? Parce que quel temps vous voulez consacrer à cette activité? Un athlète a entre 15 et 30 ans grand max. Et vous, voilà, vous arrivez, vous avez 45 ans, vous voulez faire 45 minutes 2 fois par semaine d'activité et Mhm. vous voulez avoir un physique athlétique. Donc ça, c'était intéressant de voir que justement des sportifs de haut niveau, des athlètes, ils consacrent leur vie à des heures et des heures d'entraînement pour avoir ce physique où tu précisais bien que la personne qui faisait du karaté allait avoir un dos plus développé, celle qui faisait du foot, des cuisses, etc. Donc ça n'a rien à voir, c'est carrément même un métier. Mhm. Oui, c'est un métier. Et puis souvent, selon les sports, tu as l'hyper-spécialisation sur un mouvement. Je Oui, prends l'extrême, c'est avec le lanceur de javelot. Il utilise toujours le même bras pour lancer. Donc, après, il y a des sports plus complets que d'autres, hein, mais il ne faut pas imaginer que les besoins en mouvement du corps humain au quotidien s- sont à trouver dans le sport. Le sport qui est un courant, une mode ou un secteur économique. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans les facs de sport, tu as des départements de marketing sportif. Donc, on n'étudie plus seulement la physiologie ou la performance, on va étudier comment on fait le marketing du sport. Et donc, il y a eu toute cette idée que l'athlète, maintenant, était vraiment le summum du mouvement et du corps, avec cette fascination de l'esthétique du corps, etc. Et après, dans les années 70, est arrivé le fitness des États-Unis. c'est ça, c'est ce que tu disais avec Jane Fonda Mmh. et un peu plus tard en France avec Véronique et Davina. Ouais. Et, et aujourd'hui, on voit que d'ailleurs, ça s'est tellement massifié qu'on n'est même plus sur des salles où tu as des personnes qui vont, comment je pourrais dire ça, être des passionnés, soit de bodybuilding, soit de cours collectifs, mais qui vont, enfin, ce sont des salles low cost où tu rentres, il n'y a personne, tu as une carte, c'est ouvert 24 heures sur 24. Donc voilà. Mais c'était une question que m'avait soumis justement Quentin dans une trame de questions à poser à mes invités sur le mouvement, la mobilité, etc. C'est le sport n'est-il pas un énième excès de la société de consommation? Donc c'est un peu ce que tu es en train de dire. Alors moi, j'ai jamais vu ça peut être un excès effectivement, mais je le vois plus dans une dialectique. C'est-à-dire, c'est un phénomène de compensation d'un autre phénomène. Mhm. C'est-à-dire qu'on est dans l'excès de sédentarité, donc on a l'impression, ou on nous dit qu'il faut compenser par un excès de sport. Donc la sous-activité nous amène vers la suractivité pour penser trouver un équilibre au milieu. Je suis désolé, hein, je fais comme François Hollande à l'époque. Mais le changement, c'est maintenant, c'était ça, hein, le slogan. Oui. Voilà. Donc, et en fait, je pense pas que ça puisse se trouver là, personnellement. Je pense pas que d'aller s'éclater sur des entraînements 2, 3 fois par semaine de CrossFit où tu vas finir par terre à vomir ou des trucs de spinning ou autre chose, hein, que ça soit ça qui soit la solution la plus pertinente pour compenser l'excès de sédentarité. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu
la vidéo de Laura Brickman qui a créé nouvellement une chaîne Mhm. Metabomed et elle a fait récemment une vidéo sur combattre, lutte contre la sédentarité où elle qualifie elle-même de sportive sédentaire une personne qui irait se tuer, comme je disais, au CrossFit 3 fois par semaine pendant 1 heure et demie et qui le reste du temps passerait assis sur sa chaise, allongé sur son canapé et couché dans son lit. Et je l'ai déjà dit, je ne sais plus dans quelle interview, mais il faut compter le nombre d'heures. C'est-à-dire que quelqu'un qui dort, je vais refaire le calcul, ça fait longtemps que je n'en ai plus parlé, j'ai oublié les chiffres, je crois que c'était 116 heures. Quelqu'un qui dort 8 heures euh, par nuit, ce qui est beaucoup, hein, il a 16 heures d'éveil, 112 heures, pardon. Donc ça veut dire qu'il a 112 heures d'éveil par semaine. Sur ces 112 heures, tu vas aller 3 fois t'entraîner 1 heure. Et ta bonne conscience, en te disant, c'est bon, j'ai fait mes 3 entraînements par semaine. J'ai mis mes trucs dans la boîte. La boîte, ça y est, je l'ai remplie. C'est 3 heures sur 116. Ça fait pas beaucoup du temps d'éveil où tu bouges. Et quand on sait que l'histoire des calories, c'est une blague, et que d'un point de vue physiologique, quasiment 90% de ta consommation d'énergie vient de ton métabolisme basal, ça fait plus beaucoup pour la dépense énergétique liée à l'activité physique. Mhm. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, hein, mais et il faut bien se dire une chose, c'est que quand je parle du sport comme un secteur d'activité, c'est que la publicité qui est faite autour des calories, perdez vos calories, donc prenez un abonnement au gym, donc faites du cardio, faites nos cours collectifs, il n'y a jamais eu autant de fitness et autant de gens en surpoids ou en mauvaise santé. Donc, à un moment donné, est-ce que c'est vraiment ça la solution? Je ne sais pas. Et c'est vrai que j'en reviens tout à l'heure à la période où les gens étaient dans les champs ou dans les usines pour parler de l'Europe. Mais si on reprend cette histoire d'heure d'éveil, les gens passaient 8 heures debout sur un atelier ou quelque chose à bouger, à faire des choses, à utiliser leur corps, à prendre des objets, à les mettre sur, je sais pas, mais le corps bougeait. Quelqu'un qui était dans un champ du matin au soir, son corps bougeait. Il faisait pas du crossfit, il soulevait pas des barres, il faisait pas des overhead ou des squats. Et ces gens-là, donc, avaient une dépense, si on veut imaginer l'idée de dépense calorique, qui était 100 fois plus importante que quelqu'un qui va 3 heures, 3 fois par semaine à la salle de fitness. Donc, moi, j'oppose toujours mouvement ou activité physique avec sport. Le sport, c'est une activité, c'est un choix, comme tu me dirais, je fais de la poterie ou je sais pas, je fais de la couture, je fais de la danse, je fais du tango. Mais Quelqu'un fait du sport. on voit quand même aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une vision du travail télétravaillable, j'ai envie de dire. Alors que Mhm. moi, tu vois, par exemple, j'ai toujours travaillé, j'ai fait toujours des métiers plutôt prosaïques, tu vois, j'étais cuisinière. Et quand on est cuisinier, ben, c'est un peu comme quand on est à l'usine, quoi. On cuisine pas assis, on porte tout le temps des trucs. Et c'est vrai que parfois, même quand je parle avec des gens en disant, ben, moi, je suis pas sportive, je vais juste comme tu disais, moi je marche beaucoup, mais on va dire, je conscientise pas les mouvements que je fais quand je vais marcher et tout, mais j'ai un métier où je suis debout, je m'assois jamais, etc. Et en fait, la personne avec qui j'ai échangé m'a dit mais que je faisais déjà beaucoup Bien sûr. d'activités par rapport à plein d'autres gens qui sont Mhm. justement derrière un ordi pendant 8 heures, puis après dans leur voiture ou dans les transports en commun. C'est vrai que c'est
que c'est déjà la base. Et c'est vrai qu'on oublie, et comme tu dis, on peut très vite se donner bonne conscience en allant 4-5 fois à la salle par semaine, et c'est OK, et on fait rien d'autre à côté. Et juste par rapport à l'environnement, est-ce que toi, tu as mis en place dans ton environnement un bureau debout, supprimer les chaises? Est-ce que tu manges debout? Est-ce que tu travailles debout? Est-ce que tu as modifié ton mouvement, enfin ton environnement, pour être plus en mouvement justement, ou c'est quelque chose que tu proposes aux personnes que tu accompagnes? Moi, je fais du coaching avec des clients, donc je fais beaucoup à domicile. Donc, je suis quand même beaucoup en voiture entre chaque client. Après, j'ai installé chez moi un espace fitness avec des appareils. Donc, j'ai de plus en plus de clients maintenant qui viennent s'entraîner chez moi. Bon, quand je suis avec eux, je suis debout. Je ne m'entraîne pas avec eux, parce que quand tu fais 6 à 7 séances par jour, des fois, je ne vais pas faire 6 à 7 heures de fitness. Mais c'est vrai que toute la journée, finalement, le fait de montrer un petit peu les mouvements au fur et à mesure. Après, pour être très honnête, hein, je ne bouge pas autant que je l'aimerais. Parce que je suis dans ce système-là. Là, en ce moment, je suis en train de passer du temps à écrire justement un livre sur cette vision-là, ma vision de l'être humain et du mouvement. Donc là, tu es obligé de. Alors, je pourrais, non, mais j'ai pas, pour répondre à ta question, j'ai pas mis ça en place. Je reste encore conditionné par notre société où je m'assois à ma table et j'écris. Voilà. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein. Mais c'est vrai qu'après, à côté de ça, j'habite à la montagne. Donc, j'ai des départs de randonnée qui sont à 5 minutes de chez moi. Donc, il suffit que je sorte, ne serait-ce que 45 minutes. J'ai déjà une élévation de 500-600 mètres, tu vois, en pleine nature. Donc, ça, j'essaie de le faire quand même relativement fréquemment. Mais c'est vrai que dans la sphère carnivore, un des arguments qui est beaucoup avancé pour justifier le régime carnivore, c'est l'adaptation à notre espèce. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure en préambule, où les gens disent, oui, mais notre espèce a évolué avec la viande, ce que je pense être juste, en grande majorité, quasi exclusivement. Mais est-ce que les gens se posent la question de notre adaptation en tant qu'espèce ou de notre besoin de mouvement? Et le mouvement, de la même manière que la viande ou les animaux, les graisses animales sont ce qui nous a permis de survivre, le mouvement, de la même manière, est ce qui nous a permis de survivre. Il fallait bouger, courir, ou faire une stratégie de chasse pour attraper un animal. Donc il n'y avait pas de graisse saturée sans mouvement. Donc ça, c'est un message que j'adresse, si tu veux, aux gens qui rentrent dans le régime céto-carnivore. C'est, vous vous posez la question, et ça fait du sens pour vous, effectivement, de retourner à une idée ancestrale ou liée à notre espèce, mais réfléchissez aussi à la notion de mouvement qui est constitutif de notre espèce. Tu vois? Et c'est un point quand même important qu'il faut avoir en tête pour pas se laisser aspirer par le marketing du sport en général et du fitness plus particulièrement. Oui, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a aussi la question que tu abordais dans les différentes interviews auxquelles tu as participé, de savoir si, enfin, l'objectif aussi des personnes qui vont te contacter, à savoir si c'est un retour à la santé ou un objectif purement esthétique. Donc, à partir de là, est-ce que toi, depuis que tu pratiques ce métier, je crois que ça fait une quinzaine d'années, est-ce que ta vision du métier a évolué? Est-ce que tes motivations aussi ont évolué par rapport?
à tout ce que tu viens de citer précédemment? Bien sûr, bien sûr. Et bon, je l'ai dit chez Ulrich, mais je suis né dans une famille de sportifs. Euh, j'ai évolué dans cet univers-là. Euh, donc pour moi, le sport est facile à transmettre, est facile à enseigner. Le sport, l'activité physique. Mais quand je compare, par exemple, mon père, qui est passionné de sport, parce que ça a été sa vie, à 70 ans aujourd'hui, il regarde les performances, les résultats, c'est la performance du corps qui l'intéresse. Moi, j'en ai strictement rien à faire. Quand je dis strictement, je, j'ai une bibliothèque chez moi. Je pense qu'il y a peut-être 3 livres de sport et tout le reste, ça n'a rien à voir avec le sport. Donc, au début, quand tu commences ce métier, très souvent le fitness veut vendre aux gens l'idée de performance. On retombe toujours sur cette vieille idée des Jeux Olympiques modernes qui continue et qui se propage et qui va avoir un écho dans le fitness. Où en fait, le sportif de haut niveau, que tout le monde regardait comme quelque chose d'inatteignable, aujourd'hui, on le vend aux gens dans le fitness. Mhm. De la même façon que avant, aujourd'hui, on te dit tu peux devenir riche en restant chez toi, en faisant des trucs en ligne, en ne travaillant presque pas. Donc, on arrive à vendre du rêve, des choses qui correspondaient encore dans les années 80 à une forme d'inatteignable, mais qu'on regardait avec beaucoup d'admiration. Aujourd'hui, on le vend comme impossible. Donc, moi, je me suis petit à petit, si tu veux, j'ai très vite été confronté de toute façon à la réalité du métier. La réalité du métier, c'est que les gens qui ont de l'argent pour se payer un coach, à part des sportifs de haut niveau qui vont peut-être choisir un préparateur physique de manière privée ou qui auront leur préparateur physique au sein du club, la réalité du terrain, c'est que les gens qui peuvent te payer et t'assurer un revenu stable, c'est des gens qui ont déjà un certain niveau de carrière. 40, 45, 50. Mhm. 50 années, 50 ans, pardon. Donc, ces gens-là, ils vont arriver avec des capacités physiques qui sont pas celles de la performance. C'est leur performance, mais c'est pas une performance sportive. Donc déjà, tout de suite, même si toi, en tant que coach, tu veux parler de performance, tu veux montrer que tu fais des trucs, tu vas devoir vite redescendre. C'est aussi simple que ça. Et donc très tôt, j'ai commencé à 22 ans, tu te confrontes à beaucoup de cas de gens qui ont qui ont pas mal de pathologies. Et donc au bout d'un moment, tu es obligé de regarder l'activité physique dans une perspective de santé ou de solution à des pathologies, quelque part. Enfin, peut-être solution partielle, mais solution quand même, ça en fait partie. Et, euh, et donc j'ai très vite été intéressé à aller vers des cas un peu difficiles, enfin difficiles, ou en tout cas qui n'étaient pas des cas simples. Quand je dis cas simple, c'est la fille de 25 ans qui est déjà parfaite et qui dit je veux muscler mes fesses ou je veux muscler mes cuisses. Et voilà, bon, on va chercher du 1-2% pour sa photo pour qu'elle se sente encore mieux. Ou le jeune de 25 ans qui a déjà un passé de sportif, qui a aucune blessure et que tu peux pousser. Et, et donc, je suis allé vers des cas, des gens qui avaient des trisomies, des personnes âgées, très âgées, euh, des gens avec des pathologies, des handicaps, etc. Euh, et là, ça devient intellectuellement challengeant parce que tu dis un gars qui est assis sur un fauteuil, qui peut un peu marcher avec des cannes, comment tu fais pour que 6 mois après, il ait confiance en lui pour marcher plus qu'avec une seule canne? C'est pas la même chose, c'est pas le même travail que de la préparation physique. C'est le même outil, l'activité physique, mais c'est pas le même métier.
Là, on parle de marge de progression qui, en valeur absolue, sont très, très fines, mais qui, en valeur relative, sont énormes. Énormes. Oui, oui, bien sûr. Et même pour toi, enfin, pour les deux, c'est gagnant-gagnant, j'ai envie de dire. Oui, parce que moi, ça m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est trouver des solutions à un problème. Et donc, finalement, le sport, la performance ne m'intéressant pas vraiment, je vais pas aller mon travail, c'est-à-dire je vais pas aller chercher à faire un travail qui va consister à faire gagner les 3, 4, 5% à un athlète. Parce que l'athlète dans la performance, même si la relation entraîneur-entraîné est importante, l'athlète n'est qu'un outil pour atteindre un but qui s'appelle la performance. C'est comme ça que je le vois. Bon. Par contre, dans le travail que moi je fais, c'est que c'est l'activité physique qui est un outil pour faire augmenter la personne dans son être et dans son quotidien. Voilà. Parce que le fait qu'il soit, je prends le cas de ce monsieur que j'ai entraîné pendant une année, qu'il puisse finalement marcher plus qu'avec une seule béquille et qu'il ait confiance en lui, ça change son quotidien. Voilà. Oui, bien sûr. Et ça, par contre, entre la personne qui veut juste performer ou avoir un physique agréable sans prendre en compte forcément ou un physique athlétique, comme je disais tout à l'heure, sans prendre en compte sa santé, sa longévité, et quelqu'un qui aurait un handicap ou des difficultés motrices majeures, il y a on va dire, je pense qu'il y a aussi pas un client, mais une personne qui peut t'interpeller dans la voie du milieu, qui serait la personne, on va dire, lambda de 45 ans, Bien sûr. qui veut, qui veut dans une... Alors justement, dans les personnes qui te contactent, est-ce que les clients, ils s'adressent à toi dans une perspective santé, esthétique, performance? Est-ce que tu refuses des profils? Est-ce que tu as, on va dire, est-ce que tu aurais une routine mobilité à proposer, on va dire, au plus grand nombre, aux gens qui n'ont pas vraiment de pathologie motrice? Est-ce qu'il y a des gestes à privilégier au quotidien ou des mouvements carrément à proscrire? Alors souvent, je prends les extrêmes. Ça permet de circonscrire, si tu veux, un sujet pour ensuite voir où se trouve le point d'équilibre. Oui, Et effectivement, il y a les athlètes qui sont ultra performants sur des mouvements très précis. Et tu as une personne qui a un handicap ou une personne très âgée qui est en perte d'autonomie physique. Et au milieu, il y a la personne de 45 ans qui essaye de... Qu'est-ce qu'elle essaye de faire, cette personne de 45 ans? Est-ce qu'elle essaye vraiment de faire du sport ou est-ce qu'elle essaye de se maintenir dans un état de santé optimale, de ce qu'elle pense être optimal? Très souvent, les gens de 45 ans qui vont contacter un coach sportif ou qui vont aller s'inscrire à la salle ou qui vont aller commencer la course à pied, etc., sont des gens qui se disent: il faut que je fasse quelque chose. C'est souvent, tiens, il y a un truc, alors soit j'ai grossi, soit j'ai une maladie, soit mon médecin m'a dit que j'ai du diabète, etc. C'est souvent une alerte qui les pousse à se reprendre en main. Le terme qui revient très souvent, c'est j'ai besoin de me reprendre en main. Donc ça veut dire que ces gens-là sont dans une perspective d'amélioration d'un état qu'ils considèrent ne pas être le bon et par extension de prévention. Donc ils veulent prévenir les années à venir. Et moi, je travaille beaucoup sur la prévention pour répondre à ta question. C'est que aujourd'hui, si on va sur mon site, qu'on pourra mettre pour que les gens oui, se rendent compte de quoi on parle, j'ai plusieurs catégories. J'ai le personal training, c'est une plateforme, hein. J'ai des intervenants aussi, des coachs qui travaillent aussi avec moi.
J'ai du yoga, j'ai la massothérapie, j'ai un programme pour les seniors, j'ai un programme pour les personnes obèses, j'ai un programme de nutrition cétogène. Euh, donc j'essaie d'amener quelque chose de global parce que, comme tu le disais justement tout à l'heure, l'activité physique seule ne suffit pas. Et donc, est-ce que je refuse des profils? Dans l'absolu, non. Maintenant, si un gars vient me voir et me dit, moi je suis athlète de haut niveau, euh, je peux entraîner un athlète de haut niveau en préparation physique. Parce que j'ai fait j'ai fait beaucoup de sports qui me permettent de comprendre les biomécaniques de beaucoup de sports. Et souvent, quand tu es obligé de travailler avec des gens, justement, qui ont des pathologies ou des handicaps, des personnes très âgées, ce que j'ai eu à faire en maison de retraite, tu es obligé de travailler sur de la pédagogie, c'est-à-dire de compartimenter ton approche pédagogique en tout petits morceaux pour que les gens puissent progresser. Et donc ça te permet ensuite de transposer ça à un athlète très facilement en réalité. Mais si toutefois un athlète venait, il faudrait... Est-ce que j'ai envie de m'investir avec un athlète? Parce qu'un athlète, c'est beaucoup d'investissement. Je pense que je le renverrai auprès d'un confrère. Parce que, comme je te dis, j'essaye d'être cohérent et honnête avec moi-même et j'ai pas vraiment d'intérêt pour la performance sportive. Donc, forte chance que genre, après, en dehors de ces profils-là, je prends n'importe quelle personne qui a besoin parce que très souvent, l'accompagnement, il prend la forme du sport ou ce que les gens pensent être du sport ou de l'activité physique, mais il y a beaucoup d'autres besoins derrière ça. C'est plutôt des besoins d'être accompagné, d'être écouté, d'être regardé, des fois. Oui, et ce que tu disais, et ce qui était très intéressant aussi dans, je sais plus dans quelle interview, mais que en fait, en réalité, ce que je te demandais aussi dans la deuxième partie de ma question, c'est est-ce que tu aurais une routine mouvement au Ah, quotidien proposée? Tu disais que ben, en fait, tout le contenu existe déjà avec tout ce qu'il y a, YouTube, Instagram, etc. Mais que souvent les gens ils ont besoin justement que quelqu'un frappe à leur porte tout à fait. plusieurs fois par semaine et leur dire tu fais ça, tu fais tant de pompes, tant de fentes, etc. Ils ont ce besoin-là alors que tout le contenu existe et disponible, mais il manque la motivation. Alors je nuancerais peut-être un peu euh, dans ma comment dire dans ma situation de novice ou de débutant, c'est compliqué parfois de se dire ouais il y a beaucoup de contenu c'est vrai mais peut-être je veux pas commettre d'erreur, je veux vraiment pas me blesser justement si c'est dans un souci de santé longévité et de prévenir la perte musculaire, d'optimiser la mobilité articulaire, de se dire ok je veux bien me relever les manches, essayer de faire ça tous les jours, mais sans me blesser, bien sûr. Mhm. Alors, effectivement, tout est déjà en ligne, tout est gratuit. Euh, mais je pense qu'on a beaucoup trop rationalisé le mouvement du corps. Parce que justement, on a emmené le mouvement du corps vers quelque chose de performatif. Où là, effectivement, tu dois faire attention à certaines choses parce que très souvent, les athlètes vont s'entraîner avec des charges ou avec une technicité de mouvement qui met beaucoup de contraintes sur les ligaments, les tendons, etc., ou les articulations. Et donc, comme on est parti de cette base-là pour la faire redescendre aux personnes lambda, on est sur cette vision-là du mouvement. Mais aller marcher, s'arrêter pendant sa marche, faire 10 pompes, 15 pompes jusqu'à échec, se relever, continuer à marcher, faire des petites montées de genoux, etc. Le corps, faut qu'il bouge dans son ensemble. Le corps, c'est pas un groupe musculaire, c'est pas deux groupes musculaires, c'est des muscles qui travaillent en synergie, des fascias qui sont autour de ces muscles qui permettent le mouvement. Et donc,
je pense que cette sédentarité-là a déconnecté les gens de leur naturel. Maintenant, oui, il y a des choses si tu fais un développé couché ou un squat, il y a quelque chose à respecter, mais ça encore, tout est en ligne. Tu comprends? Ah oui. C'est-à-dire que tu vas taper sur YouTube comment faire un bon squat, les règles du squat, les règles du développé couché, les règles du biceps curl, tous les mouvements, ce qu'on appelle isolés en musculation, ou les mouvements complets d'ailleurs, tu trouves tout. Donc maintenant, la question d'un coach, ou la question d'aller taper à la porte de quelqu'un, très souvent, c'est un manque de motivation. Et ce manque de motivation, ça n'a rien à voir avec le physique. Le manque de motivation, c'est un état psychique. Et là, tu vas me dire ce que tu en penses, mais je pense que justement, je ne sais pas si, si toutes les personnes que tu accompagnes suivent une alimentation à terme cétogène, mais en tout cas, quand on est dans je trouve, hein, quand on est dans une alimentation carnivore, et qu'on a trouvé sa routine, parce que parfois ça peut prendre du temps chez certaines personnes, eh bien justement, à un moment donné, il y a cette volonté d'entreprendre qui apparaît, mais chez le plus grand nombre, où ben il y en a qui se mettent à avoir de nouveaux projets, changer de vie professionnelle, où vraiment on a envie de découvrir de nouvelles choses. Et c'est là où c'est pour ça que j'avais envie de parler du mouvement. Fatalement, enfin inévitablement, j'ai l'impression que quand on est dans ce type d'alimentation, on en vient à s'intéresser au mouvement. Et comme tu le disais très justement, et ça ne m'était jamais venu à l'esprit, de dire moi je vais me balader quotidiennement, oui, minimum 1 heure et demie par jour. 2 heures quand j'ai le temps et minimum 30 minutes, 1 heure quand je travaille tous les jours en été. Mais j'avais jamais pensé à intégrer des levées de genoux. Moi, comme toi, je suis en montagne, donc il y a tout de suite des dénivelés de 400, 500 mètres, même sur une petite sortie de balade. Donc il y a quand même les sollicitations musculaires, mais c'est vrai que j'ai jamais pensé à ça, à me dire tiens, je vais Moi, faire. je fais un truc tout bête là. Derrière chez moi, j'ai une côte qui fait à peu près, ouais, peut-être 400 mètres, 300 ou 400 mètres. Euh, je pars d'en bas et en fait, j'enchaîne plein de mouvements, mais c'est vraiment de l'improvisation. Ça va être du shadowboxing, ça va être des kicks, ça va être des squats. Et j'enchaîne jusqu'à arriver en haut. Quand j'arrive en haut, je redescends. Je recommence à 3 fois. Et mon corps a bougé dans toutes les directions, dans tous les angles. Mes fascias ont travaillé. Et après, si je veux faire vraiment spécifiquement de la prise de masse musculaire, j'ai chez moi des outils qui me permettent de travailler sur ce type d'entraînement. Mais le mouvement en soi, c'est des trucs tout bêtes. C'est faire des pas chassés, tourner les bras. Plus tu vas bouger dans toutes les directions, dans tous les angles, plus tes fascias vont rester mobiles et actifs. Le fascia, c'est une structure, c'est un tissu conjonctif qui a besoin de mouvement. Et mon professeur en massothérapie dans le nord de la Thaïlande travaille beaucoup sur le mouvement des fascias. Et très souvent, les massothérapeutes vont te parler d'un nœud. Il y a plein de gens qui me disent, j'ai un nœud. Moi, des nœuds, en 10 ans de massage, j'en ai pas rencontré souvent. Un nœud musculaire, c'est un muscle qui est vraiment noué. Non. Par contre, des fascias qui, par manque de mouvement, se sont rigidifiés et épaissis et qui viennent mettre une pression sur les structures sous-jacentes qui vont être les tendons, les ligaments, etc. Surtout dans les endroits charnières où tu vas avoir des nerfs qui sortent et qui passent, automatiquement, tu as des douleurs. Et de travailler sur le mouvement du fascia, sur des mouvements rapides, bizarrement, les gens, au bout de 30 minutes, 45 minutes de massothérapie taille, se retrouvent, ah, je sens plus rien. Et j'ai pas appuyé sur un nœud pendant 20 minutes, c'est pas vrai. Donc, c'est des mots comme ça qui sont intégrés, mais je parle de ça parce que le fascia, c'est une structure qui entoure le muscle, est peu connue, elle est peu travaillée,
Et dans le mouvement, plus tu travailles sur des mouvements complets, plus tes fascias restent actifs. Et s'ils restent actifs, quand les gens ont par exemple une fasciite plantaire, donc la fasciite plantaire, c'est une inflammation du fascia qui se trouve au niveau du talon. Très souvent, les gens vont dire, le matin, quand je me lève, j'arrive pas à marcher pendant quasiment 20 minutes, 15-20 minutes. Et puis après, au fur et à mesure que je marche, ça va un peu mieux, je le sens moins. Quand les gens disent, je me lève le matin, j'ai mal pendant 20-30 minutes et ensuite ça va mieux, c'est typique d'une, d'un fascia qui se rigidifie, qui épaissit, et la nuit se refroidissant, le matin tu te lèves et tu n'arrives pas trop à bouger. Pourquoi? Parce que le fascia ne permet pas le mouvement intermusculaire. Et au fur et à mesure, il se réchauffe, et puis il commence à repermettre ce mouvement-là. Donc c'est pour ça que même en musculation, si vous faites de la musculation, il est important d'intégrer des mouvements complets. Après, tu peux, si tu veux vraiment travailler ton biceps parce que tu veux avoir la boule, ok, tu vas travailler d'une certaine façon un peu plus isolée. Mais si on parle d'un point de vue mouvement, euh, moi, il y a des gens qui venaient avec des maux de dos, par exemple. Je les touchais quasiment pas. Pendant 45 minutes, je leur faisais faire des mouvements. À la fin, je faisais 2-3 manipulations. Ils avaient plus mal au dos. Ils arrivaient bloqués, ils n'arrivaient pas à toucher les genoux. Ils ressortaient, ils touchaient leurs pieds sans douleur. Simplement en ayant bougé dans certains angles et dans certains. Et donc, à ces personnes, par exemple, qui ont des fasciites ou des problèmes de fascia un peu, comme tu disais, épaissis, je suppose que s'ils ne changent rien à leur routine, ça peut revenir. Est-ce que à ce moment-là, donc, tu leur proposes une routine un petit peu mouvement? Est-ce que tu es attentif aussi à proposer aux gens un maximum de mouvements en extérieur afin qu'ils bénéficient aussi de l'exposition à la lumière du soleil, etc. Ou Moi, comment... j'entraîne beaucoup mes clients au stade. Ouais. On a un magnifique stade ici à Nyon. Nyon, c'est entre Genève et Lausanne, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est le stade de l'UEFA. Donc, c'est prêté à la ville de Nyon. Et il n'y a jamais personne sur ce stade. Donc, je trouve ça quand même fou d'avoir un stade qui est à quelques pas du lac, face au Jura, donc dans un environnement qui est magnifique, et avec tous les coachs qu'il y a dans la région. À chaque fois que j'y vais, alors il y en a quelques-uns, hein, mais en rapport du nombre de coachs qu'il y a dans la région, je me dis, waouh, c'est un peu sous-utilisé, quoi. Mhm. Donc, oui, moi, à titre personnel, mes clients, j'essaie de les amener. Après, il y en a beaucoup qui n'ont même pas le temps de se déplacer de chez eux au stade. Donc, ils feront à la maison. En général, ces gens ont un peu de jardin, donc on se met toujours dehors. Euh, Après, les hivers en Suisse peuvent être quand même un peu froids. Donc, faire 1 heure à -4, -5, 0, quand la personne transpire, qu'elle n'a peut-être pas nécessairement le meilleur des systèmes immunitaires, je vais peut-être pas nécessairement les exposer à ça non plus, tu vois. Mhm. Voilà. Après, si les gens veulent aller dehors, on se met dehors. Mais quand je vois que le gars, il tousse déjà, tu rentres. Est-ce que tu vas le foutre à -2, -3? Parce que dès qu'il transpire, il suffit qu'il prenne 3-4 minutes de pause après un exercice un peu intense. Il refroidit. C'est des gens qui, dans leur métier, très souvent, peuvent pas nécessairement être trop malades. Parce qu'ils ont beaucoup d'impératifs, de voyages, de performances à rendre au travail. Donc, il y a cet élément-là aussi à prendre en compte. Tu peux pas juste toujours arriver en tant que coach avec tes principes, etc. Même s'il faut en avoir, mais tu es obligé de t'adapter aussi. Et tu disais aussi que sur le plan, on va dire, physique, tu mettais, tu privilégiais la mobilité articulaire, la prise de masse
musculaire et l'angle longévité, et que les personnes qui t'interpellaient sur la perte de gras, à ce moment-là, tu les orientais plutôt vers une réforme alimentaire et, 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 et le fait de passer sur un régime cétogène ou carnivore. Est-ce que tous prennent un accompagnement complet, ou il y en a qui font que sur le Non, physique ou... non, non, parce qu'on est dans des croyances. Donc, la croyance, c'est que pour maigrir, il faut manger moins de gras et il faut faire du sport et notamment du cardio. Les gens arrivent et la plupart du temps, très peu de gens sont ouverts à une réforme. Alors, la France, on dit par réputation, est très peu ouverte aux réformes, mais la réforme individuelle, la réforme personnelle, c'est très compliqué parce que les gens, en réalité, lorsqu'ils te demandent, ou lorsqu'ils me demandent en tout cas, qu'est-ce que je peux faire pour changer? Moi, j'arrive, peut-être naïvement, mais c'est toujours intéressant, avec une solution directe. Tu veux faire ça, le plus direct, le plus efficace, le plus simple, c'est ça. Mais ça ne correspond plus avec l'idée avec laquelle ils sont arrivés, et eux, ils sont venus avec un biais de confirmation. Ils veulent une confirmation. J'ai lu ça, ah, j'ai vu un coach, donc il va me confirmer que je suis dans le bon chemin. Et là, ils ont quelqu'un en face d'eux qui leur dit non, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as entrepris est faux, et moi je t'emmène à l'opposé. Compliqué. Donc, très souvent, il y a beaucoup de blocages. Moi, j'arrive à un point de carrière où je te dis honnêtement, je m'adapte plus trop dans ce sens-là. C'est-à-dire que j'ai suffisamment coaché, étudié pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, pour te dire ce que je pense. Tu l'aimes pas, c'est plus mon problème en fait. Donc, soit tu prends, soit tu vas avoir un autre coach qui va t'emmener sur des régimes hypocaloriques, faibles en graisse, avec beaucoup de fibres et compagnie, qui va te faire faire beaucoup de cardio, des trucs très intenses. Tu vas perdre un peu, ça va te stimuler pendant quelques mois, et après tu vas retomber dans les mêmes travers, parce que tu n'auras pas solutionné la cause. Donc moi, ça me permet aussi de filtrer mes clients. Et donc les clients, très souvent que j'ai des clients que je suis depuis pas mal d'années, et ma transition au régime cétogène carnivore, ils l'ont vécu. Et maintenant, la plupart sont sensibilisés. Certains sont plus loin que d'autres dans ce processus. Beaucoup savent que j'ai une chaîne, hein, ils voient ma chaîne, mes interviews, etc. Mais après, il y a les réalités de leur propre vie. Et même s'ils ne suivent pas ça à 100%, beaucoup ont évolué par rapport à ça et avancent petit à petit dans ce chemin-là. Mais après, ces clients-là, dans la mesure où je les avais avant, je peux pas être avec eux aussi rigide que quelqu'un qui va venir aujourd'hui sur mon site où c'est marqué noir sur blanc nutrition cétogène et qui va vouloir débattre avec moi parce qu'il veut se sentir rassuré, etc. Si vous allez vers ce que vous identifiez comme un expert, ayez au moins l'humilité et l'espace, donnez-vous l'espace d'écouter et d'essayer de comprendre. Mais ne faites pas l'erreur pour vous-même d'arriver avec des croyances et de vouloir une confirmation. Et de dire, il m'a pas dit ce que je voulais entendre, donc ouais, j'aime pas trop son approche. Ok, moi, que vous suiviez mon approche ou pas, je sais que depuis 2 ans, je n'ai pas été malade une seule fois. Je n'ai pas eu de grippe, je n'ai pas eu de rhume, je n'ai pas eu de migraine, je n'ai pas eu de douleurs ligamentaires ou tendineuses particulières, je n'ai pas eu de maux de dos ou de problèmes gastriques. Zéro. Mais C'est c'est tout. vrai que
tu disais, tu as repris, j'ai entendu dans l'interview de Raphaël et Ulrich Génisson le dit très souvent, et c'est vrai que je trouve ça mais vraiment très très vrai et d'autant plus compliqué, c'est que quand tu parles aux gens de faire une réforme de leur alimentation, ça touche une zone du cerveau qui est la même que si tu leur parlais politique ou religion, c'est de l'ordre de leur personnalité, leur identité, et du coup, c'est très très dur euh, à accepter certaines réformes. Ça signifierait que toute notre personnalité est en jeu, est à reconstruire. Et quelque part, c'est vrai, parce que quand on passe d'un mode de vie où on boit de l'alcool, on mange des glucides, à un mode de vie carnivore où on ne boit plus, on ne mange plus de glucides, eh bien, ça met un petit temps à retrouver une place au sein de son entourage. Enfin, c'est vrai que ça déstabilise ce qu'on a mis des années à construire. Et ça, faut accepter ce changement-là. L'être humain est un animal qui se construit dans le temps par apprentissage. Et ensuite, une fois que l'apprentissage est intégré, très souvent, c'est ce qui nous permet, on se sert du passé, donc de ce que nous avons appris, pour fonctionner dans le présent et potentiellement imaginer un futur. Et donc, quand on arrive avec une approche ou un discours qui est en rupture avec tout cet apprentissage passé, c'est finalement pour beaucoup de gens une, une attaque, quelque part, sur leur identité parce que on attaque ce sur quoi ils se sont construits. Et comme dans le présent, ils se réfèrent toujours à leur passé, consciemment ou inconsciemment, très peu de gens sont capables d'avoir, quand je parle de réforme, c'est une réforme psychique ou psychologique ou spirituelle, je ne sais pas, mais c'est le fait de toujours être dans une posture où finalement on est sûr de rien. On est sûr de rien. Moi, je ne peux pas aujourd'hui, et c'est pour ça que euh, je peux dire que le régime carnivore me semble être la meilleure option pour l'être humain. Je vais interviewer Mickey Bendor, qui est paléanthropologue, je vais interviewer des chirurgiens, je vais interviewer des gens, des témoignages, etc. Mais au final, la seule chose que je sais, c'est ce que ça m'a apporté jusqu'à présent, ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Depuis 2 ans, je n'ai plus été malade, je maintiens un poids de forme, une masse musculaire, en finalement m'entraînant très peu. 2 fois par semaine, 45 minutes, 1 heure. Donc la réforme, quand on parle de réforme, c'est bien entendre que comment dans la vie vous vous positionnez. Est-ce que vous vous positionnez avec je veux progresser, mais je ne veux pas désapprendre, ou j'ai envie de m'améliorer, de progresser, et donc ça nécessite un apprentissage, même pas un nouvel apprentissage, ça nécessite à chaque instant d'être ouvert à apprendre de nouveau. Et si cet apprentissage nouveau met en question l'apprentissage passé, ça n'est pas grave. Vous n'allez pas mourir. Mhm. Vous n'allez pas, personne va vous tuer. Donc, c'est surtout cette approche-là. Et ensuite, une fois que cette posture, on va dire, euh, est en place dans l'esprit d'une personne, à ce moment-là, tu peux faire des adaptations sur ta nourriture, sur ta nutrition, sur ton mouvement, sur ta sédentarité, sur plein de choses. Moi, je vais partager une anecdote personnelle. Il y a une époque où je me suis mis sur des applications de rencontres. J'ai rencontré une fille qui, à un moment donné, m'a dit qu'en gros, je lui plaisais, je correspondais à plein de choses qu'elle recherchait chez un homme, mais que ce n'était pas possible parce que, pour elle, dans sa conception, et c'est bien en fait, elle m'a dit, moi j'ai envie de faire à manger à mon homme quand il rentre, etc., etc. J'ai dit, mais moi c'est super.
Je serais très heureux que tu fasses à manger pour moi. Mais je te demande juste de me cuisiner de la viande. Mais pour elle, donc c'était pas, en fait, ce qu'elle cherchait, c'était pas faire à manger à son homme, c'était faire à manger comme elle a appris et comme elle a vu sa mère faire à manger pour son père, etc. Donc là, elle reprojette dans le futur un apprentissage passé. Et elle est prête à se dire, ce gars-là me plaît, il a un certain nombre de qualités que j'apprécie chez un homme avec lesquels je peux me projeter, mais parce que je ne peux pas cuisiner comme j'ai appris, donc finalement, elle ne cherchait pas à faire plaisir à son homme. Si c'était le cas, elle aurait dit, Bah oui. je te fais de la viande. Après, elle m'a dit, t'as pas de télé. Et j'ai dit, mais j'ai dit, j'ai pas de télé parce que je ne vis pas avec quelqu'un. Mais si demain on vit ensemble et que tu veux avoir une télé, je t'empêcherai pas d'avoir une télé. Donc c'était juste, je prends cet exemple parce que pour moi c'était plus à un moment donné comique qu'autre Oui. chose. Euh, mais c'est juste, ça reflète quand même, je trouve une forme d'incapacité à rester ouvert. Et rester ouvert, ça demande d'être dans le présent. C'est-à-dire d'avoir une relation au passé, au savoir, à l'apprentissage pour fonctionner. Tu disais, tu étais cuisinière. Bon, tu es obligé d'apprendre et de répéter quelque chose. Comment on coupe des oignons, comment on fait cuire ci ou ça. C'est une recette que tu as apprise et tu t'en sers. Le savoir pour fonctionner au quotidien, très bien. Mais que ce savoir-là sclérose de nouveaux apprentissages, ça c'est dommage. Ah oui, bien sûr. Et puis même bah, dans ce cas précis de la cuisine, pour moi, même en carnivore, Mhm. ça a été dans un premier temps un atout. Même si aujourd'hui je cuisine de moins en moins parce que ça va faire bientôt 4 ans que je suis en carnivore et au fil du temps, mes plats ont tendance à se simplifier de plus en plus. Mais le fait d'avoir été cuisinière, j'ai la connaissance des morceaux, j'ai la Mhm. connaissance des morceaux économiques, de comment Sûr. les cuisiner, de les faire cuire longtemps, de ne pas les faire cuire longtemps, etc. Donc même si aujourd'hui, on va dire, j'ai épuré ma façon de voir la cuisine, ben, ça n'a pas été un désapprentissage total, parce que je me suis quand Mhm. même servi. Et Bien sûr. ce qu'aurait pu faire cette jeune femme, d'ailleurs, c'est-à-dire de se servir de tout ce que lui avait appris sa mère, de tout ce que lui avait transmis sa mère, pour, euh, pour te proposer une cuisine savoureuse et carnivore. Parce que aussi, on peut faire très mal cuire son steak, le faire trop cuire, ou juste faire poêler un morceau de plat de côte qui sera littéralement immangeable s'il n'est pas haché ou cuit longuement. Donc voilà, il y a beaucoup de, enfin il y a, comme je dis toujours, il y a quand même une voie du milieu quoi. Oui, mais quand je dis apprentissage, c'est que c'est rester ouvert et justement rester curieux dès lors qu'un discours sort de la majorité entendue. Un discours qui est différent devrait alerter les gens. En tout cas, moi, ça m'a toujours intéressé d'écouter ce que quelqu'un a à dire parce que la personne prend la posture de passer pour un dingue aux yeux du groupe. Donc quelqu'un qui prend cette posture-là, soit il est vraiment fou, puis ça on s'en rend vite compte, soit il assume le fait d'être désapprouvé par la majorité pour quand même donner un discours qu'il pense être un discours de vérité. Ça, moi, ça m'intéresse toujours d'écouter ces gens. Donc, Et du coup, de par ton expérience à la fois professionnelle, personnelle, aussi médiatique de par ton activité sur les réseaux sociaux, es-tu plutôt optimiste vis-à-vis d'un retour progressif vers un mode de vie davantage physiologique sur tous les plans, alimentaire, rythme circadien, mouvement de notre espèce, ou plutôt pessimiste? hmm, si la tendance à l'urbanisation continue, je dirais pessimiste.
si un retour à des espaces ruraux, mais encore une fois, si c'est aller à la campagne pour faire du télétravail, assis toute la journée sur son ordinateur, donc la ruralité, elle est toujours aussi romantisée. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont s'installer à la campagne ou à la montagne, mais par contre, ne vont pas aimer l'odeur du fumier, ne vont pas aimer le coq qui chante à 5 heures du matin chez le voisin, ne vont pas accepter que le berger fasse paître son troupeau sur le jardin alors que ça se fait depuis des siècles dans certaines régions. Donc il y a ces conflits-là aussi de perception de ce qu'est le rural, parce que très souvent les gens vivant dans le rural étaient obligés de travailler dans cet univers. Aujourd'hui, on a des gens qui vivent dans le rural et qui ne sont pas plus connectés avec leur environnement qu'ils le seraient dans un loft en plein centre-ville. Donc, c'est pour ça que je mesure un peu ce que je viens de dire. Mais si on a de plus en plus d'urbains, c'est-à-dire quasiment je crois que les prévisions en urbanisation, ils parlaient de 80% de la population mondiale dans les villes en 2050. Les espaces sont petits, sont réduits. Euh, les gens sont sur téléphone. Je sais pas. Plutôt pessimiste. Après, je sais pas. Est-ce que demain, ce mouvement-là, YouTube, on a vu que moi j'ai beaucoup d'amis qui me disaient Trump ne sera pas élu, etc. Parce que c'est des gens qui regardent les médias mainstream. Donc, la popularité de Trump n'était pas mise en avant, alors que moi qui regarde beaucoup de podcasts, et je voyais Trump partout. Et je voyais que aujourd'hui, les gens regardent des podcasts. C'est-à-dire que les médias, un gars comme Tucker Carlson, qui était le journaliste phare de Fox, jusqu'à il y a encore 1 an ou 2 ans, il me semble, aujourd'hui, son podcast est plus regardé que les prime time de Fox. Et quand tu vois que Trump était chez Joe Rogan, chez Carlson, Elon Musk part avec lui et il gère la plateforme X, il a été sur des podcasts d'humoristes américains, etc. C'était clair et net, au vu du nombre de vues, au vu de la popularité de ces podcasts, qu'il allait passer avec une large avance. Parce que, donc, est-ce que ce nouveau courant Internet va amener une révolution? Je l'espère. Mais après, la révolution, elle reste, comme disait, il me semble que c'était Gandhi, si tu veux changer le monde, change-toi toi-même. Elle commence par soi, et c'est d'abord une réforme individuelle. Une fois que tu as fait cette réforme, tu peux en parler à qui veut bien t'écouter. Alors après, on verra ce que fait Robert Fitzgerald Kennedy dans son poste, sous l'administration Trump. Est-ce qu'il va vraiment attaquer les lobbies du fast-food et de la crop food et puis des seed oils? On verra. Mais bon, voilà, donc il y a des courants. Après, je pense que c'est à chacun d'impacter déjà autour de soi 3, 4, 5 personnes qui, à leur tour, vont impacter 3, 4, 5 personnes. Et tu démultiplies comme ça la portée. Mais de toute façon, je pense que s'il y a un changement, ça viendra de la demande du consommateur. C'est-à-dire que plus les gens vont demander des régimes cétogènes ou des régimes carnivores, et plus l'industrie trouvera un intérêt à vendre de la viande. C'est tout. Il faut toujours comprendre que toutes les mesures politiques sont liées à des mesures économiques. Oui, oui, c'est l'offre et la demande. Mais en même temps, je trouve que depuis un peu plus d'1 an, les contenus sur le cétogène, enfin surtout le carnivore, tendent à quand même se développer un petit peu en France. Malgré tout,
tu as exprimé quand même tes difficultés à trouver du contenu qualitatif en français, bien que tu aies la volonté de promouvoir le message carnivore en français. Pour l'instant, tu n'as pratiquement la possibilité que d'interviewer des médecins américains, sud-africains peut-être ou australiens, mais pas francophones. Alors, mais ça, c'est au-delà de la nutrition, c'est un problème européen, c'est-à-dire que on est en retard sur tout. On parle du vieux continent, qui était peut-être une force pendant longtemps. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore une force ou plutôt une faiblesse? Moi, je voyage souvent en Asie, ça va vite, va très très vite. Raoult en a parlé, hein, des investissements qui sont faits dans la recherche en Asie. Euh, mais au-delà de la recherche médicale, au-delà de tout ça, ailleurs dans le monde, ça avance très vite. Et nous, en France, en Europe en général, on est sur des lenteurs administratives, sur des lenteurs de réflexion. Justement, on parle de réforme. Alors, tu as les pays qui sont souvent protestants qui avancent plus vite. Mais les pays qui sont pas protestants, très souvent, c'est un peu, ça traîne. Et je sais pas, alors on pourrait analyser, là c'est un autre sujet, mais ça serait l'objet d'un autre podcast. Mais moi, de ce que je vois, c'est pas étonnant que le sujet de la nutrition et la nutrition cétogène, je te dis, il y a ce bouquin Ketogenic que certains peut-être ont pu se procurer, avec des milliers, centaines, milliers de références scientifiques. Et aujourd'hui, tu vas parler du régime cétogène en France, très peu de médecins vont vraiment comprendre de quoi il s'agit, et très peu de médecins vont considérer cette science-là. Parce que je trouve qu'il y a un système de corporation qui est très fermé. Un système de cooptation, de corporation, de caste extrêmement fermé en Europe. Selon les pays, plus ou moins, mais ça reste... la liberté d'expression, pour moi, aux États-Unis, elle y est encore. Elle existe. Le free speech, il est vraiment réel. D'ailleurs, quand tu parles de liberté d'expression, même en France, c'est compliqué. Euh, Par exemple, ben, j'en parlais hier, j'ai interviewé Adrien sur le mouvement, un jeune de 24 ans qui a du contenu sur Instagram euh, et, qui, euh, et qui est en train de préparer un diplôme pour devenir coach sportif et qui aurait aimé faire un BTS diététique en alternance. Et c'est vrai qu'on en parlait que en France, de toute façon, même s'il a et qui est, il est lui-même en alimentation cétogène fortement carnée, c'est compliqué quand même avec un BTS de diététique, tu ne peux pas promouvoir une alimentation cétogène. Tu t'exposes à des problèmes. Alors je ne sais pas si en Suisse c'est plus libre qu'en France, parce que tu disais toi-même que tu t'étais formé en nutrition par la formation de Tim Noakes, c'est ça? Mhm. Et, et en Suisse, tu as la liberté de prodiguer des conseils en alimentation cétogène. Il y a pas de souci par rapport à ça, ou c'est compliqué, il faut nuancer? Alors, il me semble, je peux me tromper, j'ai pas poussé trop le sujet parce que j'ai pas souhaité me former en Suisse, donc j'ai pas été plus loin que ça. Mais en discutant avec Christian Petain de la chaîne Nutrition Ancestrale, je crois, il me disait que c'était pas régulé. Lui, il a passé la formation en Suisse et que c'était pas régulé. Sur n'importe qui peut ouvrir son cabinet de nutritionniste. Après, tu as le système de remboursement des assurances. Quelqu'un qui va venir consulter un nutritionniste en Suisse peut être remboursé si le nutritionniste est passé par la formation de tel ou tel organisme reconnu par les assurances. Où là, on retombe sur la formation classique.
Mais de toute façon, la nutrition, c'est toujours délicat. Tout le monde parle de nutrition. Moi, on m'a demandé, j'en ai parlé sur la chaîne d'Ulrich, de ne plus parler de nutrition dans un de mes contrats, de mes Ah anciens oui? contrats avec une entreprise, alors que finalement, au prétexte que je n'étais pas certifié en Suisse, ok, mais d'un autre côté, tu peux aller à la cantine de l'entreprise, parler avec ton collègue qui va te dire: «Ah, j'ai commencé à boire des smoothies d'épinards tous les matins et je fais ce régime et tout, regarde, tout». Donc tous les gens parlent de nutrition. À quel moment quelqu'un de certifié ou pas met en danger la vie d'une personne en donnant des conseils? Je sais pas. Donc le régime végétarien, vegan, c'est souvent bien vu, avec des effets qui sont souvent délétères, mais dès lors que tu sors du discours accepté, on va dire, c'est dangereux. Et là, on parle de certification, on parle de mise en danger d'autrui, etc. Sans aucune preuve. Donc, mais même dans les pays anglo-saxons, il y a quelques 10, 15 ans en arrière, des gens comme Gary Fettke ou comme Tim Noakes, même Sean Baker, ont eu des problèmes. Ah oui, oui, Sean Baker, oui, il a même une suspension à un moment donné, ou je sais plus. Oui, oui, ça a duré quelques années. Donc, ouais, moi, je vois que l'Europe est très, très en retard sur beaucoup d'aspects, et pas que la recherche médicale, la recherche tout court. Il y a la Suisse qui investit beaucoup dans l'innovation et la recherche, donc ce qui leur permet de rester performants d'un point de vue industriel, de continuer à vendre, disons, de la technologie. Et après, sur les autres pays, je suis assez inquiet. Et ben, pour conclure, est-ce que donc je vais remettre bien sûr le lien vers ton site dont on a parlé tout à l'heure avec la plateforme de différents coachs et Mhm. et les propositions d'accompagnement que tu fais. Et est-ce que tu as des projets pour ta chaîne? J'ai cru comprendre que tu avais le projet d'écrire un livre. Qu'est-ce qui va se passer pour toi dans ton actualité Alors euh, j'écris en sociale? fait 2 livres Oui, qui, qui sont les deux côtés de la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un livre, ça va être au bout de 15-20 ans, comment est-ce qu'on est un coach sportif, mais ça peut être élargi aux gens qui font de l'accompagnement en général. J'ai développé 6 points à développer en tant que coach pour avoir une certaine forme de succès dans ton travail ou en tout cas de réussite. De réussite parce que quand tu travailles avec des gens et que tu accompagnes des gens, ça peut paraître facile. Il y a beaucoup de gens qui se reconvertissent en disant: «Ah, je vais faire coach parce que moi, j'étais pas bien, puis finalement, je me suis senti mieux grâce à ça, donc je vais le faire». Mais c'est pas si simple. C'est pas si simple et c'est assez subtil en réalité. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de non-dits qu'il faut intégrer. Donc j'essaye, si tu veux, de créer ces points-là qui permettent finalement aux gens qui veulent se lancer dans ce métier ou qui commencent, d'avoir des outils qui leur permettront d'être efficaces et probablement de gagner du temps. Voilà. Parce que moi, je prends mon cas, même si les gens en Suisse gagnent relativement bien leur vie, quelqu'un qui va dépenser quasiment 1 000 francs par mois pour être avec quelqu'un en coaching, qui a des enfants en bas âge, la vie coûte très cher en Suisse, etc. S'il reste avec toi pendant 4, 5, 6 ans, c'est qu'il y a une forme d'habitude, mais il trouve aussi quelque chose. Parce que c'est quand même beaucoup d'argent à la fin. Et donc,
qu'est-ce qui fait que les gens, au-delà du sport ou au-delà d'une autre méthodologie, veulent continuer à te voir 2, 3 fois par semaine? Tu deviens une personne qui, finalement, en dehors de leur famille proche, je dis toujours qu'un coach c'est la personne probablement la plus proche en dehors de la famille sans être un proche. Et donc c'est une position très particulière, très, très particulière. Parce que surtout le coach sportif où on voit les gens fréquemment, les gens, tu rentres chez eux, tu rentres dans leur intimité, tu connais leurs enfants, leurs femmes, tu sais plus ou moins ce qui se passe au fur et à mesure des mois, des années, l'évolution des problèmes, des enfants, des trucs. C'est une position très particulière. Et donc, il faut comprendre toute la psychologie qu'il y a derrière. C'est pas juste, je viens, on fait des exercices, ciao. Ça, tu vas le faire, ça va durer 6 mois, le mec, il va se lasser et il va passer à autre chose. Donc ça, c'est un premier ouvrage, plus méthodologique, on va dire. Et le deuxième, c'est plus philosophique ou une approche réflexive, justement, du corps et de l'humain et de comment est-ce qu'on aborde ce corps dans notre être. Tu vois? C'est qu'est-ce que cette expérience de coaching-là m'a amené à comprendre et qu'est-ce que je peux aujourd'hui, mais quelle réflexion je peux en retirer et partager avec le lecteur. Donc ça, c'est pour la partie, écriture et puis après pour la partie projet, je suis en train avec un ami qui est entre Dubaï et la Thaïlande, de mettre en place une plateforme de retraite de mieux-être dans différents pays. Notamment l'Afrique du Sud, la Thaïlande et le Cap-Vert. Voilà, sur 4 thématiques bien-être qui sont assez spécifiques. Donc ça devrait être mis en ligne, je pense, courant début de 2025 pour des séjours thématisés, voilà, et bien-être. Pour essayer justement d'apporter quelque chose de plus large, de plus global et un moment où les gens peuvent quitter leur quotidien. Parce que très souvent, le problème, tu parlais de Quentin qui parlait d'un excès, mais la problématique du sport ou du fitness ou du coaching même, c'est que les gens ne sortent pas de leurs habitudes. Donc pendant 1 heure, ils sont avec toi, ils t'écoutent, ils font leur sport, ils se sentent bien, ils ont ce sentiment de récompense, se dire, ah, j'ai fait quelque chose de bien, j'ai accompli quelque chose, donc je me sens bien. Mais ils retombent très vite dans les habitudes puisqu'on est dans le quotidien. Et c'est en ça que je crois beaucoup au fait de sortir de ce quotidien, partir à l'étranger dans un univers qu'on ne connaît pas, pour déjà être dans une posture où on doit se réadapter à quelque chose. Donc en se réadaptant à quelque chose, finalement, là, on peut se focaliser sur un but. Si c'est, la randonnée, c'est de la randonnée, si c'est du yoga, c'est du yoga, si c'est du développement personnel, ça sera du développement personnel. Ou si c'est du fitness, ça sera du fitness. Mais se focalise, on vient avec un but. Et le fait que ça soit sur une période de 8, 10 jours, ce décentrement du quotidien et ce focus pendant une période donnée te permet de passer un cap. Mmh. Et c'est ce cap-là qui, très souvent, lorsque les gens restent dans le quotidien, n'arrivent pas à passer. Parce qu'en séance, ils vont un peu monter et tout de suite, ils redescendent dans leur quotidien. Si on parle d'habitude. Alors que là, en 8, 10 jours, c'est pas 1 mois, c'est pas 3 mois, mais et l'effet de groupe va agir aussi pour rentrer et intégrer quelque chose qui, dans un quotidien, peut-être n'aurait pas été intégré ou aurait eu plus de mal à être intégré. Donc voilà, donc ça me permettra, si tu veux, d'offrir cette vision dont on a parlé aujourd'hui, j'ai parlé aussi, qui est beaucoup plus globale sur l'être humain que simplement le sport ou l'activité physique, que les gens souvent entendent comme quelque chose
qui va régler la solution à tout le monde. C'est plus d'abord une posture, une compréhension des choses vis-à-vis de soi, philosophique si on veut, et après on peut mettre des outils. C'est-à-dire c'est la notion du pourquoi et du comment que certains sûrement connaissent. C'est si tu n'as pas de pourquoi, ça sert à rien d'avoir un comment parce que ton comment ne va nulle part. Tu n'as pas de direction. Pourquoi je veux me déplacer là-bas? Parce que là-bas il y a ça. Ok, je dois aller là-bas. Comment j'y vais? À pied, en voiture, en vélo, en train, ça c'est autre chose. Mais d'arriver, de dire, ah, je veux prendre le train. Ok, mais tu vas aller où? Bah, je sais pas, mais on m'a dit que le train c'était bien. Ok, tu vas aller où? Bah, je sais pas. Ah, il est bizarre ce coach, j'aime pas trop son approche. Ah non, donne-moi une destination. Et très souvent, les gens n'ont pas réfléchi à ça. Mm. Tu vois. Donc, voilà, c'est un projet. Donc, il y a l'écriture et le projet plus de me focaliser que sur des séjours et après d'augmenter et de faire pour les étrangers en Suisse, en Provence notamment, des régions que je connais très bien. Voilà, donc c'est plus d'aller vers ce genre d'activité-là que de rester dans le coaching pur, on va dire. D'accord, bah de nombreux projets, en tout cas, quand même un grand projet de retraite, c'est quand même assez séduisant, en tout cas, quand tu nous le décris comme ça donne envie de se dire, allez, on fait une sorte de reset et on Ça. se donne la possibilité d'écrire sur une nouvelle page blanche. C'est vrai que c'est une bonne idée. Ça me fait penser un petit peu, je ne sais pas si tu connais, euh, aux bouquins ou aux conférences de Joe Dispenza, tu sais, qui dit exactement ce que tu disais, c'est qu'on passe de nombreuses années à se construire, à se forger des habitudes, et que après, eh bien, alors lui justement, il a cette positivité de dire que justement un reset est possible, une reprogrammation est possible, mais alors lui il propose des cycles de méditation, d'introspection, d'écriture pour pouvoir justement Mm. réussir à changer ses habitudes. Toutes les méthodes sont intéressantes et c'est pour ça que les gens que je suis en train de recruter pour ce projet, je cherche des gens qui ont quelque chose d'unique et qui s'assument dans leur unicité. Parce que des méthodologies de coaching, méditation, yoga, fitness, elles existent. Tout le monde peut l'utiliser, entre guillemets. Et maintenant, c'est toujours la personne qui amène ça qui importe. Ah oui, Et donc, à partir de là, je cherche des gens, effectivement, j'en ai dans mon entourage, qui ont vraiment quelque chose de particulier à offrir, parce que ton message ou ta méthodologie, elle passe aussi par toi. Il faut que tu l'incarnes. Euh, et des fois, moi, je sais que j'ai des clients avec qui maintenant je m'entraîne, et quand je les entraîne, certains me disent, ah, là, je suis au bout, ils, ils veulent me demander d'arrêter la série, par exemple. Je leur réponds même pas. Je les regarde. Et je leur dis, je t'ai demandé, je sais pas, 10. Ouais, mais là, c'est dur. Je réponds même pas. Donc, je suis intransigeant. Je vais leur donner l'impression que je suis rigide, que je ne les écoute pas. Et au final, ils finissent par faire leur 10, leur 10e répétition. Et de temps en temps, quand je m'entraîne avec eux, je m'impose à moi-même cette rigidité pour qu'ils voient que quand je suis à 8 et que je suis bloqué, ils se disent, il va pas en faire encore deux ou trois. Ben si, je vais en faire encore deux ou trois. Et ils vont voir la douleur sur mon visage. Mais j'incarne ce que je dis, je fais ce que je dis ce que je fais. Et donc ça, malheureusement, dans les métiers d'accompagnement, il y a beaucoup de gens qui y vont, mais qui ne sont pas encore réformés. Je rappelle que le mot coach vient du hongrois, qui veut dire amener quelqu'un quelque part. Et après, ça a été repris en France, le cocher, qui se trouve à l'avant de la calèche, et qui a été repris aussi dans l'anglais.
de coach. Mais c'est la même mission. Or, si tu ne connais pas le chemin où tu emmènes les gens, c'est compliqué, c'est problématique. Donc, pour amener quelqu'un à un endroit, il faut bien connaître le chemin. Parce que si toutefois il y a un problème sur ce chemin, il faut même connaître les autres chemins à côté, au cas où. Donc, et ça, très peu de gens entendent ça. Donc, ah, je veux être coach, je veux être ci, je veux être thérapeute. OK. Mais avant d'aider les autres, est-ce que toi, déjà, tu t'es réformé? Et peu l'ont fait. Et ça, je le vois beaucoup. Donc, c'est vrai que moi, je connais très peu comment dire, tout ce qui est coach en ligne, etc. Parce que j'ai regardé qu'une personne à 23 ans et j'ai arrêté après parce qu'il me semble avoir plus ou moins compris son message. C'est Krishnamurti. Et beaucoup de gens se sont inspirés de lui. Et ouais, du coup, j'ai très peu de connaissances sur qui dit quoi, etc. Parce qu'il me semble qu'il a quand même résumé beaucoup de choses pendant. Il a quoi? Il a commencé à faire des speeches à l'âge de 25 ans, il me semble. Il a arrêté à 94 ans, 94 ans. Il n'a jamais écrit, hein. Tout ce qui est écrit de Krishnamurti, c'est des retranscriptions de ce qu'il a dit à l'oral. Donc voilà, donc l'idée, si tu veux, c'est d'amener des gens et des méthodologies différentes, mais qui amènent au même point, à la réforme. À la réforme de soi pour ensuite, une fois que tu es réformé, tu peux aller explorer de nouveaux champs et aller où tu le souhaites, en fait. C'est pas à moi ou à quelqu'un de dire à une personne, voilà ce que tu dois faire. Maintenant, on peut te donner des outils, un contexte qui va t'aider, ou en tout cas qui va être optimal ou pertinent pour pouvoir enclencher cette réforme. Voilà. Et une réforme, elle prend du temps. C'est pas en une semaine, c'est pas mais c'est étape par étape. C'est des déclics. Voilà. Donc, si jamais il y a des gens qui sont intéressés par ce type de séjour, je risque d'en organiser un en janvier-février en Afrique du Sud et probablement dans la même période un en Thaïlande. Donc, donc il faut juste soit me contacter sur Instagram ou sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, il y a mon email. Et simplement, je ferai un listing et j'informerai les gens des dates exactes, du prix, etc. Mais voilà, n'hésitez pas à me contacter si c'est des choses qui vous intéressent. Le site sera probablement en ligne d'ici 2 mois environ. Voilà. Donc, Eh bien, ce que je te propose pour le site, c'est que dès qu'il sera en ligne, je le remettrai. Alors, j'ai un problème de batterie, c'est pour ça que je me déplace. pas de souci. Ça va planter, donc je vais aller chercher un autre chargeur. Et donc, tu me redonneras le lien vers le site quand il sera Ouais. en ligne. Ainsi, comme ça, je pourrai, les gens qui voudront le voir, il sera disponible en barre de description. Et Sur du ces coup, séjours, ce sera, pardon, oui, petite précision, mais non moins importante, ça sera bien entendu la nutrition cétogène carnivore qui sera mise en avant. oui. Voilà. Donc si vous êtes végétarien ou vegan, c'est peut-être pas le bon séjour pour vous. Voilà. Il y a peu de chances pour que des végétariens ou des véganes regardent l'intégralité de cette vidéo, mais on ne sait jamais. On sait jamais, mais disons que si votre souhait c'est d'aller dans des cures détox avec des smoothies, d'épinards, de concombres et autre chose, ça sera pas dans les séjours que je vais proposer en tout cas. Ça sera voilà. Donc parce que des fois les gens, c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais c'est aussi amener cette notion nutritionnelle cétogène carnivore au travers de ces séjours. Voilà. Voilà. Donc parenthèse fermée. Ok, bah c'est d'autant plus séduisant, hein, je pense, pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Je pense qu'il y en aura certaines qui auront envie de participer. Et juste donc pour info, hein, le livre de Joe Dispenza qui reprend
exactement, en fait, cette démarche, c'est rompre avec soi-même. Donc, D'accord. voilà, c'est faire un reset et se reprogrammer ben, dans une nouvelle version de soi, en fait. Hein. Mhm. Et pour conclure, est-ce que tu aurais, ben, je sais pas, un mantra ou un dernier conseil à donner? Oui, c'est un mantra, je sais pas si c'est un mantra ou un proverbe, mais ce que j'ai compris justement en écoutant Krishnamurti, c'est que la chose la plus complexe, c'est la simplicité. Soyez simple, pensez simple ne veut pas dire penser bête. Pensez simple, et tous les grands artistes, sur la fin de leur carrière ou leurs dernières œuvres, tendent vers la simplicité, vers l'épuration, que ce soit en littérature, en peinture. La complexité qui marque souvent les débuts d'une carrière, on voit qu'elle s'efface au fur et à mesure pour arriver toujours au plus simple. Et c'est très complexe parce que le cerveau, justement, reste beaucoup dans le passé. Et donc, on ramène toujours, on accumule, on accumule, on accumule, on accumule. Et au bout d'un moment, de sortir de cette accumulation, ça devient compliqué. De voir les choses telles qu'elles sont devient compliqué. Donc, soyez simple, pensez simple, faites simple. Ah, il fait beau ou pas beau, j'ai envie de bouger, je bouge. Je vais bouger mes bras, j'ai envie. Parce que ça fait 1 heure et demie qu'on parle et je sens ma nuque qui commence un peu, les fascias qui commencent. Ben, je vais bouger, c'est pas grave. Ah, mais les gens vont dire quoi? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Je sais pas. C'est donc la chose la plus complexe, c'est la simplicité. C'est ce que je dis souvent à mes clients. Euh, et c'est un peu disons, le mantra, si on parle de mantra, qui m'anime au quotidien. Eh bien, merci beaucoup, Clément. Merci à toi. J'espère que les spectateurs méditeront sur ton mantra et merci à tous d'avoir regardé cet entretien. Je te retrouve en off quelques minutes. Je Ok. vous dis au revoir à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. Bon beaucoup, courage à Clément. tout le monde. Au revoir. Au revoir.